Dernière séance pour aujourd'hui. Et donc j'ai le plaisir de présider la séance lors de laquelle nous allons écouter les interventions de deux personnes que je connais depuis très longtemps et qui sont mes collègues très chers, Marie-Brine Nicole et Alexandre Jaffel. Donc c'est Marie, si je ne m'abuse, qui commencera. Je la présente rapidement. Elle est agrégée de lettres classiques, professeure de langue et littérature bulgare à l'INALCO. Elle est traductrice. Depuis une vingtaine d'années, elle a fait paraître de nombreuses publications sur la traduction littéraire et la littérature bulgare. Elle a traduit en français plusieurs écrivains bulgares, dont Jordan Adichkov, Viktor Praskov, Jordan Yorkov, si je dis bien, Georgi Gospodinov, etc. Donc la liste est très longue. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour ses traductions, aussi bien en France qu'en Bulgarie. Je pense que rien de très important n'a été oublié. Et donc, tu m'as dit que tu as un peu modifié le titre, parce que le titre ici, c'est l'acte littéraire comme empathie dans l'œuvre de Georgi Gospodinov. Entre postmodernité et nouvelle humanité. On m'entend? Oui, ça va? Alors, pardon. Il faut que je rapproche. Comme ça. Je ne sais pas non plus si tout le monde vous voyez l'écran. Alors, je dois vous dire que je prends un risque parce que c'est la première fois que j'utilise cette technique pour un colloque. C'est pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai écrit ce que je voulais dire sur cette œuvre, que comme j'ai traduit, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, j'en ai écrit 18 pages. 18 pages, ça ne peut pas tenir en 20 minutes. De toute façon, je ne tiendrai pas 20 minutes. 25. Et la deuxième chose, c'est que, sachant à quel point cette littérature est méconnue, le PowerPoint permet non seulement de vous donner à entendre, mais aussi de peut-être de vous dire un petit peu mieux les citations que je vais faire. Voilà l'auteur, et voilà ici les deux livres dont il sera question, mais aussi, pardon, comme ça, pardon. Voilà. Alors que plusieurs chercheurs annonçaient l'obsolescence, voire la mort du postmodernisme en 1994, Caroline Bayard, qui était alors professeure à l'université McMaster au Canada, si je ne me trompe pas, et qui s'était intéressée de près à la culture politique tchèque, soulignait ce que lui semblait être l'émergence d'un nouveau paradigme postmoderne, je la cite, « Le tournant enregistré en Europe centrale et en Europe de l'Ouest dans les années 80 nous oblige aujourd'hui à un réexamen de cette complexe notion. Pour les Européens, déchiffrer la postmodernité comme une ironie doublement codée ne suffit plus. Une telle interprétation ne tient pas compte des données qui ont bouleversé carte, paradigme, identité et socialité dans les années 80. L'humilité, la notion de responsabilité et le souci d'autrui ont remplacé la désopulence et l'insouciance. Preuve, s'il en fallait, que la littérature échappe heureusement à toute tentative de l'enfermer dans des bilans et pronostics définitifs, notamment sa mort. Ce colloque, donc 22 ans plus tard, le postmodernisme, donc plus de 50 ans, est l'objet de mon propos, donc les deux romans de l'écrivain bulgare Georgi Gospodinov, un roman naturel, paru en 1999, et Physique de la mélancolie, 2011, qui confirme les assertions, je crois, de Caroline Bayard concernant des auteurs postmodernes d'Europe centrale, dont elle constatait qu'ils étaient, je la cite de nouveau, autant théoriciens qu'inventeurs de fiction, aussi obsédés par police et par ethos que par la poésie qui fit leur gloire. Ces deux romans, jalonnent à mon sens non seulement l'œuvre de leur auteur, non seulement le postmodernisme bulgare en prose, mais aussi, peut-être, le postmodernisme tout court. Après la crise et la quête, je reviens ici à ces deux œuvres, survient la révélation de ce que j'appellerais une nouvelle humanité, saisie dans la métaphore du « je sommes nous », nous la verrons, confirmant ce que déclarait en 1994 Gary Madison, la postmodernité annonce la naissance d'un nouvel humanisme. Je voudrais simplement, pardonnez-moi de faire presque une petite pub, mais la citation de Jean-Luc Nancy est précisément un extrait de recension qu'il a faite de Physique de la mélancolie, qu'il a beaucoup aimé.
Alors, je commencerai donc par le débat caché du postmodernisme en Bulgarie. On verra pourquoi ce terme de débat caché n'est pas à moi. Je le reprends. Donc, le premier ouvrage traduit en Bulgarie, eh bien, il faut attendre quand même 93 sur le postmodernisme, et c'est celui bien connu de Jean-François Lyotard. Le premier critique bulgare qui parle du postmodernisme, c'est Galin Tikhonov, qui est actuellement à la Queen Mary University of London, dans un article sur la littérature de l'émigration, donc au détour plutôt, en 92. Entre-temps apparaissent plusieurs articles, peu d'ouvrages sur le postmoderne. Les deux plus intéressants à mon sens sont donc le débat caché, voilà pourquoi je parlais de débat caché, du postmodernisme dans la littérature bulgare de Plamen Doinov, qui est un poète postmoderne et universitaire, article paru en 2004, et La poésie des années 90, vulgarité et postmodernité, de Plamen Doinov, qui est également poète postmoderne et chercheur, ouvrage paru en 2010. Donc on le voit, les auteurs du postmodernisme, surtout en poésie, sont également des universitaires ou des chercheurs. Tous deux insistent en tout cas chacun à sa manière sur le caractère problématique et paradoxal du postmodernisme bulgare. Pour Antov, donc le premier, l'une des choses les plus intéressantes, je le cite dans ces débats, c'est que le plus souvent, on annonce la mort même du postmodernisme, et ce, à un moment où, de notre point de vue, le postmodernisme faisait chez nous ses premiers pas, bien avant d'avoir donné, pour ainsi dire, ses fruits les plus mûrs et d'avoir reconnu son propre visage bulgare. Or, ce sont les auteurs de ces lignes mortuaires qui allaient, peu après, donner ses fruits. Doit-on interpréter ces funestes déclarations prématurées comme un refus du postmodernisme de se penser comme le énième grand récit, et plus généralement comme quelque chose? Plamen Doinov, en revanche, pense qu'il n'y a pas eu de débat, et que s'il y a eu un débat, il était caché, à lire entre les lignes. Je le cite: « Si la plupart des littératures occidentales durant les années 70 et 80 et la littérature russe des années 90 sont traversées par des débats intensifs et clairement identifiables sur le postmodernisme et le postmoderne, en revanche, dans la littérature bulgare, le débat est enfermé dans d'autres thématiques et discussions, continuellement différées, voilées, déviées et en fin de compte refoulées et cachées. Ce qui, pour lui, est d'autant plus paradoxal que, dit-il, si je dois répondre par une seule phrase à la question « Que s'est-il passé dans la littérature bulgare des années 90 ?» il dit « Je répondrai sans hésiter le postmodernisme ». S'il faut chercher les racines du postmodernisme bulgare chez certains poètes des années 60, dont Konstantin Pavlov, au passage, je voudrais souligner que grâce à l'aide notamment de Discomplete, donc Alexandre et Philippe, que je remercie, je suis en train de préparer un petit ouvrage justement sur Konstantin Pavlov, auteur extrêmement important, qui a été interdit de publication pendant 25 ans, qui a été réduit au silence. C'est entre la fin des années 80 et celle des années 90 que le postmodernisme bulgare se réalise, d'abord par et dans la poésie, massivement, puis dans la prose, beaucoup moins d'ailleurs. Et c'est donc un roman naturel de Georgi Gospodinov qui est salué comme le premier roman postmoderne. Alors, le postmodernisme arrive, si je puis dire, dans le roman bulgare, lorsque le postmodernisme occidental en Amérique puis en Europe a produit, on le sait, un nombre important d'œuvres et s'est théorisé, que beaucoup, donc le pense moribond et obsolète, qu'un grand nombre d'œuvres de fiction et d'essais le concernant de plus ou moins près ont été traduits en bulgare. Je pense par exemple à Derrida, à Barthes, à Genette, Foucault, Deleuze, Baudrillard, Bourdieu, Lyotard et bien d'autres. Il arrive dans le contexte de ce qui, dans l'imaginaire social bulgare, est vécu et nommé comme la transition pénible et longue, qui s'effectue sous le signe de la désillusion très rapide après l'euphorie de la destitution le 10 novembre 89 du dictateur Zhivkov. Donc transition à la fois politique d'un État totalitaire communiste à une difficile démocratie, transition économique, sociale et culturelle d'une économie planifiée et dirigée à une économie de marché, dans un contexte d'ultralibéralisme et de globalisation, lorsque les grands idéaux et idéologies issues de la modernité sont en crise, sinon en faillite, et que l'État, le collectif, ne suscite plus que méfiance dans cette partie de l'Europe.
Enfin, il arrive, après une dizaine d'années d'expérimentation bouillonnante, que j'ai vécue d'ailleurs puisque je vivais en Bulgarie à l'époque, pour trouver une nouvelle langue dans un champ littéraire en mutation, pour mettre entre parenthèses le communisme et jeter un pont qui est revendiqué par la métaphore du grand-père, de nos grands-pères par rapport aux pères, un pont donc vers le modernisme et les avant-gardes bulgares qui datent, comme les autres, du début du XXe siècle. Alors, la place de Gueorgui Gospodinov dans le champ littéraire bulgare. Donc on le voit, il est né en 68, il a une place à la fois dans le champ restreint, j'en veux pour preuve les recensions nationales et internationales, tous les travaux de plus en plus nombreux sur son œuvre, mais aussi dans le champ large. C'est l'auteur le plus lu en Bulgarie, le plus réédité, le plus traduit. Et je n'oublierai pas non plus une très belle journée dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Sofia Respire, où on rend piétonne une rue de la capitale. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, après l'apparition de Physique de la mélancolie, la longue queue de lecteurs jeunes, j'insiste là-dessus, entre 20 et 25 ans, et des moins jeunes, jusqu'à 70 ans, une queue impressionnante. Tout le monde venait d'acheter le livre pour remercier l'auteur d'avoir fait don de ce livre et pour avoir bien sûr son autographe. Il est donc l'auteur de 2 romans, 2 recueils de nouvelles, 2 recueils de poèmes, dont Lapidarium qu'il a fait connaître déjà en 92, oui, qu'il était jeune, de 2 pièces, DJ et l'Apocalypse arrive à 6h du soir, que j'ai traduites et qui sont en train de chercher un éditeur, d'un recueil d'essais, Les crises invisibles. Il est chroniqueur, il est chercheur. Il a donc été catapulté sur la scène littéraire nationale et internationale par un roman naturel qui est donc traduit dans une vingtaine de langues. Le second roman, Physique de la mélancolie, traduit dans 4 langues, était l'année dernière sur la liste des finalistes à des prix européens prestigieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, ce qui est aussi important, c'est que Gospodinov est un écrivain qui s'engage pour l'émergence d'une société civile en Bulgarie, pour une morale politique, pour la reconnaissance des laissés pour compte et des marginaux, ce qui en Bulgarie veut dire avant tout les homosexuels et les tziganes, pour une société et un monde qui ne soient pas uniquement assujettis à l'économie et à la finance. Il le fait tant par les chroniques qu'il tient que en faisant de l'acte poétique un acte politique dans toute son œuvre, mais aussi par son engagement soutenu lors des protestations qui ont duré presque 1 an, on l'a oublié, en 2013 et 2014, en Bulgarie, dans l'indifférence de l'Europe et du monde. Si certains d'entre vous ont entendu parler, c'est un miracle. Donc, un roman naturel, premier roman postmoderne bulgare, roman de la crise. Lorsqu'un roman naturel paraît, la dernière année du long XXe siècle, la société bulgare est en crise, le champ littéraire en pleine mutation et en plein bouleversement. D'abord par l'essor, enfin, quand je dis d'abord, c'est plutôt les idées qui me sont venues, mais ce n'est pas vraiment chronologique. Essor de l'Internet et de la publication en ligne incontrôlée, incontrôlable. Effondrement des structures traditionnelles de production, diffusion et distribution des livres. Moi, je me souviens quand même d'une période assez longue où il n'y avait tout simplement plus de librairie. Et c'était une grande place de la capitale avec des étals, c'était le seul endroit où on pouvait trouver les livres. Désengagement brutal de l'État, dispersion de la création. Les écrivains perdent brusquement leur statut à la fois prestigieux et messianique, leur sécurité financière et sociale, la confiance de leurs lecteurs potentiels, car bien peu s'étaient opposés au régime, contrairement à l'importance de la dissidence russe, polonaise, tchèque, pour dépendre entièrement des lois du marché. Très vite aussi, ils sont déchirés par des dissensions intérieures et un conflit renouvelé entre jeunes et anciens. Donc jeunes en grande partie postmodernes, anciens qui sont encore sur le terrain du réalisme, socialiste ou pas socialiste, et conflit qui prend des dimensions donc à la fois esthétiques et politiques. Le roman aussi est en crise, sorti il n'y a pas si longtemps des ornières où le réalisme socialiste l'avait relégué. Ce n'est traditionnellement ni le genre le plus prisé, ni le plus prestigieux, ni le plus réactif, contrairement à la poésie. Un roman naturel change la donne. Un roman naturel, c'est la non-histoire d'un couple qui divorce parce que la jeune femme est enceinte d'un autre homme que son mari.
La crise qui en découle pour celui-ci est indicible, littéralement. Et alors, ce roman qui écrit la crise, donc, est caractérisé par le doute généralisé. Il s'ouvre sur une citation attribuée à un Français moderne de 1966, Paris, dans lequel on reconnaît Foucault, et déclare dans l'une de ses épigraphes « J'aimerais que l'on dise, ce roman est beau parce qu'il est tissé de doute ». Donc je l'ai dit, il traduit une crise personnelle, crise d'une société, crise du langage, crise de l'identité, d'où un jeu de variation et de digression. Si cette intrigue assez ténue, représente une ligne comme ça, le roman ne cesse de faire ça. Il la rejoint, on parle de ce divorce, on ne peut plus, et continuellement, c'est une structure en zigzag, matérialisée par et dans l'écriture, qui matérialise par et dans l'écriture l'impossibilité de raconter une histoire dans sa ligne arrêtée, l'impossibilité d'être certain d'être soi, l'impossibilité d'en rester à une littérature référentielle et mimétique d'une réalité qui ne peut être appréhendée que par l'œil à facettes de la mouche. Tout est soumis au doute, au soupçon. C'est donc la désintégration du moi, la désintégration de cette narrativité mimétique par des digressions, des récits emboîtés qui convoquent intertextualité et réflexion métatextuelle. Désintégration de cette narrativité aussi par la prolifération de la prise en charge de la narration, par divers avatars du narrateur-personnage, par la porosité des genres, l'intrusion de la métafictionnalité qui met en doute la littérature même. Je cite « Comment le roman est-il possible aujourd'hui quand le tragique nous est refusé ? Comment est possible l'idée même d'un roman lorsque le sublime est absent ? Lorsque n'existe que le quotidien dans toute sa prévisibilité ou pire dans le mystère qui le dépasse de hasard écrasant. Le quotidien dans sa médiocrité, là seul étincelle le tragique et le sublime, dans la médiocrité du quotidien. D'où la nécessité d'écrire un roman naturel. Qu'est-ce qu'un roman naturel ? Alors, il part d'abord de Flaubert, mais je n'ai pas le temps de tout écrire, de tout reprendre plutôt. J'ai le désir peu modeste de bâtir un roman uniquement à partir de début. Je souligne qu'il n'avait pas lu Calvino. Un roman qui parte sans cesse, promette quelque chose, atteigne la 23e page et recommence d'un capot. Un roman atomiste, fait de débuts flottant dans le vide, mais rien ne sera décrit dans le roman de début. Il ne donnera que la première impulsion et sera assez délicat pour se retirer dans l'ombre du début suivant et laisser au hasard le soin de relier les héros entre eux. C'est ce que j'appellerais, un roman naturel. C'est-à-dire un roman capable d'appréhender le monde sous toutes ses facettes. Un roman à facettes, évoquant la vue de la mouche, et comme elle, un roman rempli de détails, des choses les plus petites et les moins remarquées au simple coup d'œil. Un roman quotidien comme les mouches. Le roman idéal sera celui qui aura pour fil conducteur, entre les différents épisodes, une mouche volant de l'un à l'autre. Les chapitres traitant du divorce, donc le récit numéro 1, alternent donc avec d'innombrables digressions, par exemple sur les toilettes, les graffitis dans les toilettes comme principale dissidence en Bulgarie, les histoires naturelles, des chiottes, parce qu'il s'agit des chiottes et pas des toilettes à ce moment-là, des mouches, des conversations entendues dans un café, des listes de plaisirs des années 1960, 70, 80, une Bible des mouches, assez désopilante, des retours autofictionnels sur l'enfance et le communisme, une attention portée à l'éphémère, au banal, au dérisoire, aux petites histoires personnelles délaissées par la grande histoire, des poèmes aussi, bref, autant de récits emboîtés qui finissent par revenir avec une fréquence de plus en plus élevée, inquiétante je dirais, pour s'achever sur la déliquescence du narrateur et la désagrégation du langage, qui n'est plus qu'une suite de mots pris dans le roman et arbitrairement assemblés. Durant cette année-là, beaucoup de chiens écrasés sur les routes, chats, poils, collés, sang séché sur les buissons, que dans les caniveaux, l'autre est venu s'installer chez Emma avec 3 aquariums pleins de poissons. Les poissons se reproduisent vite mais meurent très facilement. Pigeons, beaucoup, près des containers à poubelle. Moi, quoi, je ne les mange pas, je subodore que nous sommes de la même race joyeuse, faite, interdit d'entrer avec des chiens, etc. Je vous laisse lire. Autant donc de figures désormais reconnues pour participer de l'esthétique postmoderne.
Mais faut-il y voir que le énième jeu postmoderne, érudit, spirituel, tantôt drôle, tantôt tragique, tantôt tout de dérision, qui ne ferait que répéter à la bulgare les œuvres postmodernes américaines et européennes qui l'ont précédé. L'apparition, 12 ans plus tard, du second roman de Gospodinov, Physique de la mélancolie, nous invite, m'a invité en tout cas, à une autre lecture d'un roman naturel, pour y déceler avant tout l'angoisse de la déréliction, de la perte des repères, des fondements, de la stabilité, de l'amour, de toute la part d'humanité en l'homme, et la dérision n'est là que pour éviter le pathos, la sentimentalité, l'apitoiement sur soi-même. Ce roman apparaît alors comme un immense point d'interrogation, porteur d'angoisse, car le jeu ne sait plus qui il est vraiment. Physique de la mélancolie apporte, me semble-t-il, à défaut de réponse, une consolation, un apaisement. Donc, Physique de la mélancolie, l'écriture comme acte d'empathie poétique et politique. Physique de la mélancolie est un roman labyrinthe qui apparaît un peu comme un prolongement, un dépassement longuement et patiemment mûri, 12 ans, de cette quête du moi qui était décomposée et fragmentée dans un roman naturel, et qui, ici, va englober tous les autres en moi, et ce, dès le tout début du roman, dans son prologue qui déclare « Je somme ». Je vais le lire. Je vais un tout petit peu rétracter. Je suis née à la fin du mois d'août 1913, être humain de sexe masculin. Je ne connais pas la date exacte. On a attendu de voir quelques jours si j'allais survivre, et c'est alors seulement qu'on m'a déclaré. Les points de suspension ne doivent pas faire croire que tous ces petits paragraphes sont éloignés. Ils sont l'un après l'autre. Je suis née 2 heures avant le lever du soleil, mouche à vin. Je mourrai ce soir après le coucher du soleil. Je suis née le 1er janvier 68, être humain de sexe masculin. Je me souviens dans le détail de toute l'année 68, du début jusqu'à la fin. Je ne me rappelle rien de l'année en cours, je ne sais même pas son numéro. Je ne suis pas encore née, je suis à venir, j'ai moins 7 mois. Je ne sais pas comment on compte ce temps négatif passé dans le ventre. Je suis grande, on ne sait pas encore de quel sexe je suis, comme une olive. Je suis née le 6 septembre 1944, être humain de sexe masculin, temps de guerre. Une semaine plus tard, mon père est parti sur le front, le lait de ma mère s'est tari. J'ai des souvenirs de moi nés comme buisson d'églantier, perdrix, ginkgo biloba, escargot, nuage de juin, ce souvenir est fugace, crocus mauve d'automne au bord du Halensee, cerisier précoce figé par une neige tardive d'avril, neige ayant figé un cerisier leurré. Je somme neuf. Dans ce labyrinthe, celui des histoires, qui est aussi celui du Minotaure, le Minotaure ici apparaît comme le premier enfant abandonné par ses parents, donc l'alter ego, le frère, d'un narrateur qui est atteint du syndrome empathico-somatique obsessionnel, laissé seul à son imagination dans l'appartement ras de terre pendant que ses parents travaillent, Gospodinov pousse plus loin donc la démultiplication des jeux grâce à l'empathie qui lui permet d'entrer dans ceux qui l'entourent, de vivre ce qu'ils vivent, de sentir ce qu'ils ressentent, de penser ce qu'ils pensent. De multiples fils d'Ariane relient le moi incomplet, hic et nunc, aux autres moi d'autres lieux et d'autres époques, humains, animaux ou plantes, le transformant donc en un moi collectif qui lui permet de traverser les âges et d'entrer tour à tour dans les histoires et les corps. Le moi collectionne les histoires d'autrui, les listes, alors la liste des ennuis sous le communisme, la liste des silences, la liste du meurtre, une histoire naturelle de ce qui ne s'est pas produit, la liste qui, j'avoue que j'ai eu du mal à la traduire, non pas pour le texte, mais parce que c'était dur psychologiquement, la liste des méthodes d'abattage des animaux, etc. Il encapsule le temps pour ne pas oublier ce que l'on oublie habituellement, c'est-à-dire le périssable, l'éphémère, le quotidien, l'oublié par la grande histoire, le Minotaure. Parce que le sublime est partout, même dans cette image que j'aime beaucoup, dans l'architecture, la physique et la métaphysique de la bouse de buffle, cathédrale en miniature, coupole d'église et dôme de mosquée, que toutes les religions me pardonnent. Parce que le passé est le seul futur possible, je pense au futur antérieur de d'hier, pour atteindre une mémoire archétypale, pour conjurer les apocalypses à venir, grandes et petites, personnelles, menaces d'une guerre atomique
brandie par le régime totalitaire durant la guerre froide depuis la maternelle. Séparation, divorce, amour et rencontres manquées, cruauté à l'égard de l'autre, épuisement de l'amour pour le prochain, de la faculté de communiquer. Mais mélancolique n'est pas que douleur. Mélancolie est aussi douceur, voire plaisir. Car raconter depuis Scheherazade, que Gospodinov affectionne particulièrement, c'est plus que libérateur, c'est au sens le plus littéral, salvateur. Non, c'était... Je me suis trompée dans mes numéros de diapo. Je vous avais dit que je prenais un risque. Bon. Le labyrinthe, c'est aussi ce qui permet de se cacher donc, derrière un jeu, un tu ou un il. Hein. J'ai conscience de l'incertitude de cette première personne qui se retire facilement dans la troisième avant de retourner à la première. Mais qui peut dire avec certitude, ce garçon-là, il y a 40 ans, c'était moi, ce corps-là est le même que celui-ci. Ou bien, autre passage, je cours dans l'abri anti-bombe de la troisième personne, j'envoie quelqu'un d'autre dans les champs minés du passé. Celui-là même qui naguère était à la première personne, qui était moi, et j'ai peur de demander s'il est en vie. Sont-ils vivants, ceux que nous avons été? Mais, je comprends pas, j'ai une diapo qui est partie. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Donc, celle-ci, je la trouve très importante aussi. Donc, qu'est-ce qu'un roman labyrinthe? Avec ses aires d'arrêt et ses couloirs latéraux, hein, c'est vraiment ça revient. J'imagine un livre dans lequel on trouve chaque espèce et chaque chambre. Du monologue à l'épopée en hexamètre, en passant par le dialogue socratique, du conte à la liste, en passant par le traité, de l'Antiquité aux arrêtés concernant les abattoirs. Tout peut être réuni et transporté dans un livre de ce genre. Il doit écrire, enregistrer, conserver, être comme une arche de Noé. Là, il y a des créatures de toutes sortes, petites et grandes, pures et impures. Il faut prendre de tous les genres et de toutes les histoires. Les genres purs ne m'intéressent guère. Le roman n'est pas un genre, n'est pas un rien, comme le disait Gaustin. Je dois écrire, enregistrer et conserver, être comme une arche de Noé, pas moi, ce livre. Seul le livre est éternel, seules ses couvertures surnageront au-dessus des vagues, seules les créatures à l'intérieur, entre les pages où cela fourmille de vie survivront. Et lorsqu'elles verront une terre nouvelle, elles se reproduiront et se multiplieront. Et ce qui a été écrit se remplira de sang et prendra vie de manière parfaite, et le mot, le lion, se transformera en lion. Le cheval hennira comme un cheval, la corneille s'envolera de la feuille avec un exécrable croissement, et le minotaure sortira au grand jour. C'est cela, je crois, la révélation de ce roman très proustien dans le fond, après la recherche de la complétude perdue, après l'acceptation mélancolique de la perte, survient je suis allée trop vite, la révélation finale, la totalité, la somme que par un de ces heureux hasards de traduction, on entend dans le français, on n'entend pas dans le bulgare, je sommes nous, compense cette complétude du moi perdu. Et avant le final qui reprend en fait le tout début, nous avions le je sommes nous, on reprend la même liste, mais c'était au passé, donc je étions nous. Nous avons donc cette scène qui pour moi est la révélation de la fin, où tout prend place à partir du moment où on a retrouvé la complétude. Donc que reste-t-il à la fin? Me voici de nouveau sur cette pierre, à 6 ans. Je m'approche de la fillette de ma vision qui s'assied devant le piano, m'a soulevée. J'ai ouvert la porte de la pièce. Je m'y suis appuyée avec ma culotte courte. C'est quoi cette vilaine marque de cassure à ma cheville gauche? Un rayon passe à travers les lourds rideaux et fend toute la pièce en deux. Nous sommes chacun dans une moitié différente. Et c'est alors que le miracle se produit, le tableau se met en mouvement, la fillette se retourne lentement. Au même moment, le minotaure trouve sa mère dans la foule de la corrida. Mon grand-père de 3 ans voit la sienne en train de courir en sens inverse sur le moulin. Une femme à Rakan reçoit une lettre. Un homme descend de l'affiche, se dirige vers Julieta devant le cinéma. En fait, c'est Alain Delon. Et ils partent tous les deux, main dans la main, sur l'avenue principale de T. Gaustin montre le plus grand appareil à projection sur tout l'hémisphère nord. Il tombe une pluie nocturne qui ne mouille pas. Mon père et ma mère regardent du balcon d'un appartement clair au dernier étage.
La fillette et moi, nous sommes maintenant du même côté du rayon lumineux. Je vois l'extrémité de son visage. Elle se retourne. Coucou, papa. Je conclue en disant que pour moi, le postmodernisme bulgare nous a fait don de 2 romans dont le potentiel de dissémination des sens permet des lectures différentes et nouvelles. C'est ainsi que dans une première lecture d'un roman naturel, avant la parution donc, de Physique de la mélancolie, j'avais mis l'accent sur l'esthétique postmoderne, d'ailleurs dans une communication qui maintenant est dans le recueil Raconter l'histoire, je me souviens, qui le travaille et dont j'analysais donc à l'époque les principaux traits, qui me semblaient particulièrement propices à lier les contraires, notamment mémoire collective, donc celle du socialisme et mémoire individuelle, peut-être aussi cette histoire citoyenne dont tu parlais toi hier Alexandre, nostalgie et dérision par l'ironie, dans ceux que je décelais être une quête d'un moi longtemps sacrifié au nom de l'édification collective d'un nouveau modèle de société, mais qui se révélait chez Gospodinov n'avoir de sens qu'en tant que maillon d'une grande chaîne collective, le rattachant à l'histoire d'un peuple et à l'histoire mondiale. Après avoir traduit et relu donc Physique de la mélancolie, être revenu à un roman naturel, du coup, que j'ai forcément lu autrement une douzaine d'années plus tard, j'ai vu un mouvement assez proustien de quête et de révélation. Donc la désagrégation du moi, du langage, d'une certaine littérature, des certitudes à l'œuvre dans le roman naturel est actée par le narrateur de Physique de la mélancolie, avec une mélancolie qui n'est pas exempte de plaisir, car par la révélation empathique de « je sommes nous », la complétude est retrouvée, toute l'humanité est en moi dans ce somme qui est aussi une somme, et elle procure une force, une solidité qui compense la perte de l'identité. Cette révélation personnelle, donc maintenant, je la vois aussi doublée d'une révélation narrative. L'autofiction se fait nous-fiction. Et dans cette 3e lecture que je viens de développer, je vois aussi donc une sorte de mise en abîme de ce qui est peut-être un mouvement, je ne sais pas, ou de ce qui est peut-être à l'œuvre dans la littérature, et pas seulement bulgare du XXIe siècle, mouvement de l'écriture de la postmodernité vers l'avènement d'une nouvelle humanité par l'acte poétique et politique qu'est l'écriture. Nouvelle parce que ce n'est pas le retour simple et pur, bien sûr, à l'humanité de la modernité, mais la nécessité d'en inventer une qui a pris acte des crises et des mutations de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, une humanité qui puisse être le fondement d'un nouveau vivre ensemble. Physique de la mélancolie, c'est la mélancolie de l'homme postmoderne, donc qui doit retrouver, réinventer une autre humanité, une autre modernité. Au moi libéré du nous dont parle Jean-Claude Guilbault, s'oppose ici le « je sois nous ». Je vous remercie. Et je vous ai mis ce poème parce que il est une sorte de, pas un manifeste, mais en tout cas, il montre bien tous les héritages revendiqués par le postmodernisme dans la poésie bulgare. Héritage qui est à la fois du modernisme bulgare, mais aussi vous retrouvez des noms que vous connaissez bien. Merci.